pour finir, j'avais touché une partie. Et je souhaité à la fin de mon intervention, parce que je souhaité que tu nous éclaires sur cette partie. Et je l'ai dit, je l'avais dit sur une plateforme il y a quelques jours. Concernant ces deux fourriens, ces deux macabres, ces deux inhumains, ces deux vieux pervers, Babo Laurent et Bédier. J'avais dit que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à comprendre. Puisque ce vieux mineur, ce vieux pervers, ce vieux criminel, qui a causé la mort de plus de 3000 personnes, et qui dit aujourd'hui que lui, Babo, il ne demande pas pardon et il ne reconnaît rien, comme les faits qui lui sont reprochés. C'est lui, en 2005, s'il y a bonne mémoire, parce qu'aucune, je ne sais, mais je sais, si ce n'est pas vrai, et qu'il y a certaines personnes qui sont encore sur ces lives, peuvent nous éclairer, peuvent venir témoigner. Mais dans quelles conditions Babo Laurent, puisque le LDR à son temps n'était pas à l'Assemblée nationale, mais dans quelles conditions Babo a rédigé la règle viagère de nos anciens chefs d'État? Dans quelles conditions ils doivent être payés? Et il y a nuance. Il y a nuance parce que Babo a signé ce décret en 2005 concernant la règle viagère des anciens chefs d'État. Mais allez-y, lire le décret. Pendant que la Côte d'Ivoire était déclarée PPTE, pendant que la Côte d'Ivoire était en train de chercher les modalités de remplir les conditions avant d'être accepté comme PPTE, Babo Laurent avait rédigé cette pension de la rente viagère des anciens chefs d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, Babo n'a pas encore décidé de partir à la retraite. Mon frère éclairait, moi je veux souhaiter que tu nous éclaires sur ce point de la retraite des anciens chefs d'État. Dans quelles conditions ils doivent recevoir cette rente viagère? Est-ce que lorsque un chef d'État a fini ses deux mandats, comme il est aujourd'hui, Bédier et lui-même, doit-il continuer à percevoir la rente viagère pendant qu'il fait encore être candidat? Ou alors c'est quand tu vas définitivement à la retraite que tu dois recevoir ta rente viagère? Et si ce n'est pas le cas, qu'on arrête de verser l'argent de la République, ou qui doit être versé à Babo Laurent, maintenant, jusqu'à ce qu'il décide si oui ou non il continue la politique, puisqu'il a fini ses deux premiers mandats de la Deuxième République. Est-ce qu'il veut continuer à être candidat et qu'on lui verse sa pension d'ancien salaire de professeur afin qu'il soit président de la République, parce qu'il n'a pas encore accepté d'aller à la retraite, lui et puis Bédier. Qu'est-ce que ces deux vagabonds qui ont bénéficié tout de l'État, à ne rien faire, à recevoir presque 10 millions chaque fin de mois? Mais allez-y dire, ce que Babo a mis, Babo a pensé à sa propre personne, comme il le disait, être frustré, enfant de chef, enfant de pauvre, comme il se plaisait à le dire. En plus de 9 millions, ils ont regardé quoi? On doit leur verser une somme de 3 millions, comme les frais de logement, et plein d'autres choses. Alors qu'ils ne sont pas encore à la retraite. Parce qu'un fonctionnaire qui va à la retraite n'est plus de la fonction publique. Et par voie de conséquence, il reçoit sa pension, qui est l'argent de la retraite. Mais allez-y, dis, mais est-ce que cette rente viagère, jusqu'à présent, c'est pourquoi j'avais interpellé Adama Bitogo? Quand Babo rédigeait cette pension de la rente viagère des chefs d'État, mais l'Assemblée nationale n'existait plus. Elle les avait laissés pour la continuité parce que, à ce moment, il y avait des accords qui disaient que Babo devait continuer, puisqu'il avait refusé d'organiser les élections en 2005, mais les mêmes députés qui étaient là n'étaient plus légitimes. Mais ils étaient là pour la continuité.
pour accompagner Laurent Gbagbo dans sa bêtise humaine. Mais de là à aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale s'est réunie encore pour organiser en Assemblée générale les modalités de paiement des argent de viagères des anciens chefs d'État? Parce que ce que Gbagbo a fait n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Or, si ça a été voté à l'Assemblée nationale, ce n'était pas légitime, c'était illégal. Bonsoir, mon frère éclaireur. Merci beaucoup, cher Aîné. Surtout, vous ne quittez pas. Vous savez, il est toujours dit que celui qui sait reconnaître le bien ou celui qui sait encourager le bien, il faut être capable aussi de lui retourner la pierre. Et vous-même, nous vous disons merci aussi parce que nous encourager dans ce que nous faisons. Si c'était mauvais, je suis sûr que vous seriez sortis pour venir nous dire ça en face aussi. C'est un acte de sincérité et nous vous disons merci. Mais comme j'aime à le dire, l'éclaireur, ce n'est pas cette voix-là qu'on entend. L'éclaireur, c'est plusieurs personnes. L'éclaireur, c'est toute une équipe. L'éclaireur, c'est plusieurs intelligences. L'éclaireur, c'est chacun de nous tous. Seulement, chacun fait le sacrifice, le don de la capacité qu'il a. Et ça, il faut qu'on vous dise merci. Parce qu'à travers ce que vous avez dit, vous allez encourager d'autres esprits à venir vers la vérité. Et en effet, vous avez bien constaté, vous avez bien compris, ces jours-ci, je suis en train de parler beaucoup de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je le fais en vidéo, je prends les preuves, je mets. C'est parce que c'est important. Le devoir de mémoire d'une nation. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, qui n'avons pas connu la colonisation, mais à part la colonisation, on a connu toute la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Si on ne fait rien pour trouver une porte de salut, pour que les gens puissent se dire, bon, tout le monde a parlé, mais allons vers où ça ressemble à la vérité. C'est ce chemin-là que nous sommes en train de tracer. Et c'est très important que vous veniez nous mettre en confiance pour dire que nous sommes sur la bonne voie. C'est vous-même qui êtes les amis de la vérité. C'est vous qui êtes les soutiens de la vérité. C'est à vous que reviennent les premiers mérites. À la question de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a demandé pardon? Cher aîné, je serai au plaisir de vous décevoir pour vous dire oui, Laurent Gbagbo a demandé pardon. Mais vous savez, la diplomatie là, on peut faire la diplomatie comme on peut faire l'antidiplomatie. L'antidiplomatie, c'est ce qu'on appelle la bêtise. La diplomatie veut que quand tu veux insulter quelqu'un, tu trouves les mots justes pour le faire sourire même en l'insultant. Mais dans la bêtise, on peut même faire du bien, mais en frustrant. Laurent Gbagbo a demandé pardon parce que après le soir du 6 août 2022, Laurent Gbagbo, à travers ses canaux satellitaires et ses canaux de résonance, a dit que lui n'était pas content de la grâce du président. Ah, donc Laurent Gbagbo n'est pas un dieu. Et donc Laurent Gbagbo avait demandé quelque chose. Or, le Dieu qui existe n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu même dit, si on veut, nous tous, que ce soit les êtres physiques ou non physiques, parce que ce qui trompe beaucoup de personnes, quand on dit qu'il y a le monde qui existe à plusieurs niveaux, ah ça c'est pas vrai, c'est ce que nous on va en croire. Hey, l'antimatière existe. Aujourd'hui, la science a démontré que l'antimatière existe. Donc si on te dit que tout est par champ de vibration là, il y a d'autres créatures qui n'ont même pas la même forme comme nous. Eux, ils existent. Si toi, tu ne connais pas là, il faut nous demander, éclaireur, tu as vu ça, comment tu as fait pour connaître? Là, je vais t'expliquer. Là, je vais savoir que tu es prêt. Et puis, je vais t'expliquer. Dans le monde, là, on est tous là. Le niveau d'information qu'Alassane Ouattara a là, Alassane, il est dans un autre monde. Pourtant, on est sur la même terre là. Mais le niveau d'information que le président des États-Unis a là, Alassane est son petit aussi. Donc, dans la vie là, on est sur la même terre là, mais des niveaux de fréquence et des niveaux de vibration. Donc, quand on te dit quelque chose qui te dépasse, tu demandes d'abord et puis on t'explique. Parce que si tu ne demandes pas, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Cher aîné, Laurent Gbagbo a demandé pardon après le discours du 6 août 2022. Parce que devant toute la nation, ces satellites sont sortis pour nous dire qu'eux ne voulaient pas de la grâce du président Alassane Ouattara. Et donc, ça veut dire que le grand Laurent Gbagbo, celui-là qui se donne tous les titres, qui s'est transformé en un dieu païen devant ses partisans,
ce monsieur-là a besoin de la clémence d'Alassane Dramane Ouattara. Et ce qu'Alassane lui a donné, il est tellement indigne et tellement insuffisant qu'il a trouvé qu'il demandait plus. Et ça, Laurent Gbagbo, que tu le veux ou pas, tu as démontré à la face du monde que tu es en position où tu as demandé une faveur à Alassane Ouattara. Mais pire encore, tu es allé plus loin pour nous démontrer que toi-même, ta conscience, là, tu n'es pas tranquille avec. Tu peux dire dans ta bouche que tu ne demandes pas pardon. On appelle ça l'arrogance inutile. Mais aujourd'hui, tu as besoin que les Ivoiriens t'accordent leur pardon. Et c'est pourquoi tu as dit à Alassane Ouattara, une grâce n'est pas suffisante. J'ai besoin d'une amnistie. Mais c'est qui on amnistie? On prend l'amnistie là pour qui? Cher aîné, c'est quelqu'un qui sait qu'il a fait des mauvaises choses. C'est quelqu'un qui sait qu'il a condamné son âme dans les turpitudes. C'est quelqu'un qui sait qu'il a commis des transgressions. Cher aîné, est-ce que vous, où vous êtes, vous avez besoin d'amnistie? Non. Est-ce que vous avez besoin de grâce de quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes mieux que Laurent Gbagbo qui demande une amnistie? C'est parce que vous n'avez commis aucun crime. Et votre conscience, elle est légère vis-à-vis de vous-même et vous ne vous reprochez rien. Et donc, quand un individu se reproche quelque chose, c'est là qu'il demande l'absolution. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est devenu le dieu de Laurent Gbagbo. Et ton dieu Alassane Ouattara, tu lui demandes l'absolution de tes transgressions. Et ça, c'est un pardon que tu demandes. Même si tu ne veux pas le dire, les hommes intelligents ont compris cela, chers partisans de Laurent Gbagbo. Et il est tellement dans le besoin du pardon. Mais il veut tellement minimiser les victimes. Il veut toujours se jouer dans son arrogance. Mais Laurent Gbagbo, ton âme reste souillée. Parce que ce n'est pas à Alassane Ouattara de t'accorder cette amnistie-là. C'est plutôt aux victimes qu'il faut demander pardon. Et tant que tu n'auras pas compris ça, même si Alassane Ouattara t'accorde cela, tout comme à ta femme Simone, cela ne nous fera pas oublier l'histoire, et cela ne nous fera pas revenir les morts, et cela ne nous fera pas oublier que tu as été un piètre dirigeant qui a soumis ses concitoyens à la mort, à la machine des escadrons de la mort. Et donc, chers aînés, soyez rassurés, les faits sont à notre avantage. Si Laurent Gbagbo n'était pas un criminel qui se reprochait quelque chose, il ne serait pas en train de demander l'amnistie. Or, ce sont les criminels qui demandent l'amnistie. À la deuxième question, pour ne pas abuser de votre temps, pourquoi le 16 juin 2005, à travers la loi 2005-201, Laurent Gbagbo prend les dispositions pour essayer de gagner le beurre, mais et le beurre en même temps, parce qu'il faut traire la vache, avoir le lait, et puis en faire du beurre. Mais Laurent Gbagbo, en pleine guerre en 2005, puisque la guerre, si vous voulez, en Côte d'Ivoire débute le 19 septembre 2002. Et en septembre, au moment où le pays est dans de très grandes difficultés, je veux que chacun se projette en 2005 et que chacun se dise, pardon, en 2005, dans quelles conditions j'étais si j'étais en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que tous les ménages se portaient très mal. Tout le monde sait que la vie était insupportable pour les Ivoiriens. Dans le plus grand secret, Laurent Gbagbo déjà prépare une vie de roi, de princesse, pacha, à lui et à ses partisans. Parce que quand ils ont écrit cette loi-là, c'est parce qu'ils savent qu'eux ne valent rien. Et que eux, là, leur survie au pouvoir, c'est seulement les circonstances de la vie, telles qu'ils sont venus par erreur au pouvoir, telles qu'ils quitteraient le pouvoir. Ils le savaient. Et donc, il fallait coûte que coûte, sans tenir compte de la réalité des Ivoiriens, des souffrances des Ivoiriens, ils ont voté une loi liberticide qu'ils vont imposer aux Ivoiriens. La rente viagère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu es un père de famille. Chingom que tu vas aller payer là, on prend taxe dedans. Dans taxe là, on va prendre pour payer Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il meure. On va prendre pour payer Bédier. Mais ce qui est encore plus grave, quand on accuse le pauvre policier d'être un corrompu, parce que son salaire lui était défaillant, mais qu'on ne se pose pas la question de savoir, on paye des gens qui n'ont rien fait quand ils étaient au service de la Côte d'Ivoire, mais encore qui sont plus toxiques et plus nuisibles, mais qui gagnent plus qu'un magistrat hors hiérarchie. Et la première base des rentes viagères, quand tu prends un magistrat avec grade hors hiérarchie,
ce que lui gagne en un mois, là, de façon plate, sans rentrer dans les autres avantages, là, on multiplie le salaire d'un magistrat en fonction hors hiérarchie par 9 et puis on donne ça à Laurent Gbagbo. Cher aîné, est-ce que ce magistrat sera fier de lui-même? Non. Est-ce que le policier qui reçoit 300 000 francs ne va pas faire la corruption? Il va aller. Non, comment vous voulez avoir tout? Vous assassinez la vache, vous prenez son lait et vous voulez son beurre. Et vous demandez aux populations du village d'attendre d'abord. Voilà ce que c'est que les rentes viagères en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons décrié cela. Nous avons discuté cela. Nous avons fait des propositions. Les rentes viagères ne sont pas mauvaises en soi si on arrive à faire la part des choses. Parce que c'est que les gens oublient. Quand tu as été président une fois, tu gagnes la rente viagère. Quand tu as été 2 fois, on multiplie ça encore là, par 2. Si tu as été député, on multiplie ça encore. Chaque fonction que tu as occupé à la tête de l'État, on multiplie tout ça et puis on te donne. Ce qui fait que facilement, Soroguium, je crois c'est en 2025 ou non, en 2035 ou 45, quand il sera à la retraite, Soroguium ne touchera pas moins de 25 millions par an. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à vivre parce que quelqu'un a été politicien, même par erreur? Lui va avoir le salaire de 100 ou 300 fonctionnaires. N'arrive pas à avoir en un mois. Ce n'est pas normal. On peut voter une loi. Même les lois divines, il y a toujours des flexibilités là-dedans. Dans la loi coranique, Dieu nous dit, lorsque vous attrapez un voleur, coupez-lui la main. Mais j'ai dit qu'une loi ne s'interprète pas par le littéral. Couper la main là, ça ne veut pas dire qu'il faut couper la main là directement. Ça veut dire, la main là, Dieu dit que ceux qui sont arrogants sur la terre utilisent leurs ailes. Est-ce que tu as une fois vu un être humain avec des ailes? Ça veut dire les capacités qu'ils ont, qui leur donnent les moyens là. Ils prennent ça pour donner envie, pour devenir arrogants. Et quand Dieu parle dans le Coran de la main, il parle des possibilités d'accès à quelque chose. Moi, si je travaille dans un magasin, je peux voler, c'est un exemple, je peux voler les instruments qui se trouvent dans le magasin. Mais on peut couper ma main. On peut changer ma position. Ou même on peut me renvoyer du magasin. Là, je n'aurai plus d'arguments pour entrer dans le magasin. Ou bien, si on sait que je suis à la caisse et que je vole l'argent de la caisse, on peut dire, bon, éclaireur, tu ne seras plus à la caisse, tu vas aller maintenant pour balayer. Si je suis là-bas, là, est-ce que j'aurai le droit de venir m'arrêter devant la caisse? Non. Et donc, quand le Coran parle de couper la main, c'est d'abord de mettre un frein aux accès qui peuvent conduire à commettre le crime du vol. Et je mets tous les religieux musulmans au défi de venir me dire que ce que je dis est faux. Parce que c'est ça aussi la vérité. Maintenant, est-ce que couper la main aussi, là, ce n'est pas une réalité? Oui, couper la main, c'est une réalité aussi. Mais lorsque là où on va couper la main, là, on va tous trouver que même couper la main là, est petit d'enfer. Parce que les criminels qui méritent réellement qu'on mette un signe sur eux, selon la loi islamique pour couper leurs mains, là, les crimes qu'ils commettent là, même couper main là est petit dedans. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut que le gouvernement, si on demande beaucoup à Alassane Ouattara, c'est parce que c'est un gouvernement responsable, à travers son chef qui est Alassane Ouattara. Et on sait que c'est lui qui peut faire ça. Malheureusement, cher aîné, la loi, cette loi liberticide là, arrange tous les politiciens. Et comme je vous le disais, c'est fait exprès. Parce que si par exemple, moi je me sais voleur, je sais que je suis un voleur, mais je sais aussi que la loi peut m'attraper. Mais quand je viens en situation, je te donne par exemple peut-être 10 000 $. On est en train de me poursuivre, j'ai braqué banque. Au moins on me poursuit là. Un coup je vois B52, je lance en même temps 10 000 $ dans la voiture de B52. Et puis je continue mon chemin. Si B52 n'est pas quelqu'un d'honnête, si le policier vient demander, mais tu n'as pas vu quelqu'un qui fuyait, qu'est-ce que B52 va dire? Il va dire, moi je n'ai rien vu. C'est ça le problème de nos politiciens aujourd'hui. Ils savent très bien que cette loi des rentes viagères n'est pas une bonne loi. Mais ça les arrange tous. Donc, ils font semblant de ne pas voir. Et c'est ça le problème avec les rentes viagères. Et comme ils font semblant, on a critiqué, on a dit, on a démontré. On leur dit, bon, ne diminuez pas. Mais prenez des lois qui soient en harmonie au moins avec les réalités du moment. Quand Alassane Ouattara a diminué les ministres là,
qu'est-ce qu'il a donné comme raison fondamentale? Il dit que les charges des fonctionnaires là sont trop lourdes sur l'État. Et en même temps, ce même Alassane Ouattara vient augmenter les salaires en août 2022. Chers amis, vous comprenez ce que je dis? Je comprends très bien. Et donc, est-ce que vous ne voyez pas une contradiction? Je vois exactement ton développement. Parce que ceux réellement qui font un poids dans l'économie, ce ne sont pas les vrais travailleurs. Ce n'est pas l'instituteur, ce n'est pas le professeur, ce n'est pas le policier. Ce sont les politiciens. Et c'est pourquoi c'est les postes des politiciens là qu'ils ont coupé en masse là. Sinon, ce n'est pas poste de policiers mais instituteur. Ça veut dire que ce sont les politiciens qui s'accaparent de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ça s'appelle... Voilà. Oui, et continue. Okay. Oui, je suis là, j'écoute. Ça s'appelle de la prévarication à outrance. Ça s'appelle de l'immoralité. Parce qu'on ne tient plus compte des autres. Il faut seulement se rassasier, s'empiffrer. Le policier, on va toujours le démontrer et l'exhiber pour dire mais tu es corrompu. Eh, mais quand tu faisais ta formation, tu n'es pas corrompu. Mais les conditions étaient créées pour qu'il soit ainsi. Vous n'avez jamais augmenté les salaires. Si ce n'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Et donc, là, vous vous rendez compte que le poids des dépenses de l'État, c'est sur les politiciens. Il y a eu combien de ministres? Il y a eu combien d'anciens directeurs de structures d'État? Si on doit toujours continuer à gracier certains... Et les exemples existent. C'est ce que la Grèce a fait. Ils sont tombés en faillite. Et un État qui vit au-dessus de ses moyens est un État qui sera forcément déficitaire. Malgré ça, on dit, bon, comme c'est comme ça, les politiciens sont déjà riches. Les rentes viagères, là, est-ce qu'on ne peut pas le faire comme ce qu'on fait ici aux États-Unis? Tu peux recevoir ça sur 10 ans. Quand c'est fini, on dit, bon, c'est fini. Parce que le salaire même qu'on t'a payé, là, ça ne peut plus te permettre d'être misérable. Et si tu as été réellement un chef d'État, je n'ai pas dit si tu as été un bon chef d'État, j'ai dit si tu as été un chef d'État, tu auras forcément besoin d'écrire tes mémoires, on va te prendre pour faire des conférences et tu ne vas jamais chômer dans ta vie. Parce qu'on va te prendre pour régler des conflits ou bien pour faire du lobbying. Maintenant, nos politiciens, eux, ils aiment la facilité. Et cette facilité, elle vient d'où? Elle vient du peuple. Le peuple qui est ignorant. Il faut le maintenir dans son ignorance. Il faut lui dire que ces vrais problèmes-là, c'est d'abord le fait que eux, les politiciens, soient une solution. Alors que c'est eux le problème, dans leur grande majorité. Et pourquoi sont les problèmes? Parce que des populations qui vivaient en harmonie, quand on vient opposer le Djoula au Malinké, quand on vient opposer le Baoulé à la Vicam, quand on vient opposer le Sénoufo au Koulango, quand on vient opposer le Lobby et le Wabé, est-ce que c'est un problème à créer ou mais c'est une solution? On vient de créer, c'est un problème qu'on a créé. Et donc les politiciens aiment ça, surtout les opposants ivoiriens, parce que eux, ça leur permet de s'assurer une existence. Vous dites, ah non, rien ne va en Côte d'Ivoire. Mais quand on leur demande ce qui ne va pas là, depuis qu'Alassane Ouattara est là, vous avez entendu qu'il y a eu conflit entre les communautés? Vous avez entendu qu'il y a eu une ethnie qui s'attaquait à une autre? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de petits incidents. Mais je veux dire, à l'échelle de faire de l'État un interlocuteur entre les communautés, comme on le voyait par le passé, ça n'existe pas. Et donc, il faut que les populations elles-mêmes, arrivent à comprendre que les politiciens ne sont pas là pour régler leurs problèmes. En tout cas, dans leur grande majorité. Mais ils sont là plutôt pour augmenter leurs problèmes. Pour pouvoir toujours profiter d'eux. Parce que tant qu'on va vous opposer, mais qu'on ne vous parlera jamais de la loi de la rente viagère, tu ne vas jamais te poser la question de savoir, mais rente viagère, est-ce qu'on ne peut pas diminuer? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça sur une période bien délimitée? Ou mais est-ce qu'on ne peut pas donner une prime une bonne fois? Et puis ça s'arrête à ça. Malheureusement, même le pouvoir RHDP est presque dans l'incapacité de pouvoir s'adresser à cette loi-là. Parce qu'au bout du compte, quand ils s'asseyent, ils ont été indirectement tous corrompus. Ils se disent, mais finalement, si c'est quelque chose qui peut nous arranger nous-mêmes, pourquoi on sera ceux qui vont venir mettre fin à ça? Mais jusqu'où ça va nous conduire? C'est cette question-là que chacun refuse de se poser. On sait que c'est une loi qui va toujours rendre l'évolution économique dans les dépenses de l'État. Plutôt que de donner des centaines de milliards à des politiciens, on aurait pu prendre ces sommes-là pour construire des hôpitaux, pour faire des routes. Et comme vous l'avez si bien dit, comment quelqu'un qui dit, je suis enseignant, mais en même temps, donnez-moi ma retraite.
Parce que les rentes viagères, c'est ce que ça veut dire. Quelle est donc la différence entre un président en fonction et un président non en fonction? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une incongruité. Parce que quand on dit que quelqu'un à la retraite, c'est une prime de retraite qu'il reçoit. Et je n'ai jamais vu une prime de retraite qui soit plus que le salaire. Or, il se trouve que ce que ceux-là reçoivent quand ils sont à la retraite, c'est plus énorme même que leur salaire. Et donc, c'est comme si la personne était en fonction. Et en plus de ça encore, on vote des budgets pour eux, leur parti politique. Et la question que vous posez, même hier dans un texte, c'est ce que je disais, il y a tellement de contradictions dans cette loi. En même temps, ils sont présidents d'institutions. Quand tu es ancien président en Côte d'Ivoire, tu es en même temps, je crois, président de la Cour suprême, si je ne me trompe pas, ou bien d'une cour en tout cas. Bon, tout ça là, ce n'est pas des dépenses inutiles. Si réellement quelqu'un même tu as servi ton pays avec amour là, tu n'as pas besoin même qu'on te paye. Mais quand toi tu vois que c'est ce que tu utilises comme un moyen pour venir appauvrir les générations du présent et les générations à venir, c'est que vraiment c'est de l'arnaque politique. Et nous le disons, la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2025 est une arnaque politique instaurée par le régime de Laurent Gbagbo pour corrompre tous les politiciens afin de s'enrichir de façon illicite, mais à vie sur le dos des pauvres citoyens qui vont, même avec le prix de leur dernière goutte de sang, payer le prix pour engraisser les politiciens. C'est ce que j'allais dire. Ok, merci mon frère éclaireur pour ce développement. Alors voilà pourquoi encore j'ai dit qu'il fallait que j'interpelle Adama Bictogo, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Parce que je me rappelle très bien, et toutes les personnes avisées qui suivent la politique de la Côte d'Ivoire depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, nous tous, nous savons que cette Assemblée nationale qui était constituée à ce moment-là n'avait aucun élu de LDR. Comme aujourd'hui nous l'avons, tous les partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi j'avais dit la fois dernière, c'est une plateforme que je n'irai pas avec le dos de la cuillère avec tous les députés et de tous bords. Parce que quand cette loi était votée, nous avons eu des morts lorsque nous avons réclamé la participation, puisque le président Alassane Ouattara devait être le candidat du Congo à ce moment. Sa candidature a été non seulement rejetée pour les élections présidentielles de 2000, et pendant que nous étions encore dans l'académie et que nous voulons qu'il y ait une politique pacifique en Côte d'Ivoire, sa candidature avait été encore rejetée pour les élections législatives. Et voilà pourquoi lui-même, le président Alassane Ouattara, lorsque les opposants ont voulu boycotter les élections de l'Assemblée nationale pendant sa première mandature, il a fait une conférence et il a dit que c'est cette erreur que nous avons commise en 2001. Et nous ne souhaiterons pas que les partis de l'opposition commettent la même erreur. Il faudrait que nous soyons tous présents aux élections législatives. Malheureusement, le FPI, d'alors, et les autres partis de l'opposition ne sont pas partis aux élections législatives. Mais ce qui est totalement le contraire aujourd'hui, le PDCI est présent, le FPI est présent, même le PPACI, puisqu'ils avaient formé leur coalition pour aller aux élections législatives, ce qui veut dire que même l'UDPCI, en tout cas tous les partis de l'opposition sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi je demande à Adama Bictogo. Les erreurs qui se sont passées depuis les années 2000, où LDR n'était pas présent à l'Assemblée nationale, mais il faudra voir que, mais c'est pourquoi je dis, mais le mal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Mais cette cohérence doit pas être rédigée. Le président Alassane Ouattara ne peut pas tout faire. Mais ces imperfections des institutions de l'État doivent être révisées, harmonisées et votées comme tu l'avais dit. Qu'on ne nous dise plus que les anciens chefs d'État doivent avoir des rangs de viagers jusqu'à la fin de leur vie. Non! Mais des chefs qui ont eu des budgets de souveraineté, comme Gbagbo Laurent, de plus de 200 milliards, signés par décret. Lorsqu'on lui posait la question, mais qu'est-ce que lui, Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce
qu'il fait de ces 200 milliards de son budget de souveraineté pendant la campagne de 2010? Et le journaliste qui lui avait posé cette question, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était Bouaka Pascal. Voici sa réponse. Il dit ouais, que le budget de souveraineté de la présidence, le président dispose de ce budget de souveraineté comme bon lui semble. Il n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Comme à ce moment, lui, Laurent Gbagbo, il était un roi, il était un prince, il était un dieu. Il était assis dans le sang des personnes innocentes, en train de dévorer à satiété la manne financière de la population ivoirienne. Mais quand on combat l'injustice et qu'on arrive au pouvoir, mais ceux qui doivent réparer ces injustices, je crois qu'aujourd'hui, c'est le président Adama Barrow. Puisque ce regard était là pour son propre intérêt. Malheureusement, le Tchomba, paix à son âme, n'a pas eu le temps d'harmoniser et d'imposer une vision démocratique à l'Assemblée nationale avant que Soumaoro nous a quittés. Il a fait presque toute sa mandature à l'Assemblée nationale pendant qu'il était malade. Tant qu'il a été président de l'Assemblée nationale, mais quelques mois qui ont suivi, le président Soumaoro, paix à son âme, que j'appelais affectueusement mon nom, est tombé malade. Jusqu'à ce qu'il décède. Donc celui qui est aujourd'hui, dans toute sa splendeur, dans toute sa lucidité, avec toutes ses capacités intellectuelles, physiques et morales, qui peut harmoniser cette faillite morale qui a été imposée à l'Assemblée nationale par ces immorales, par ces indécents, par ces médiocres qui se sont retrouvés au sommet de l'État d'une manière, je ne sais pas comment il faut le dire. Adama Barrow a le devoir devant le monde entier, devant l'ensemble des Ivoiriens, à réparer cette imperfection imposée par des immorales, par des criminels. Ce que je peux les accorder aujourd'hui, comme parce qu'à ce moment, le RDN n'était pas à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'ils sont à l'Assemblée nationale et que tout le monde est présent, mais cette loi de rente viagère doit être ressortie, décortiquée. Il ne faudrait pas que ces anciens chefs d'État viennent encore à la charge après avoir volé le contribuable ivoirien, les tuer comme si cela ne suffisait pas. On lui dit encore après leur retraite, mais qui ne même pas de prendre totalement, on doit les verser encore plus de 9 millions avec tous les avantages qui accompagnent. Pour un pays, soi-disant, qui était encore PPTE. Mais voilà ce que je dis. Mais que l'on soit révisé comme les députés dans leur ensemble. Et je ne sais pas encore de ma vie de mort. Cette loi doit être révisée quand il y a une sorte de rente viagère sur une période donnée, mais pas à vie. Mais ça me ferait encore beaucoup plus mal qu'un vaurien comme Bédier et Babo qui ont tué, qui ont appelé à tuer, et qui ne fait pas se ressaisir, et qui continuent à appeler à tuer, et ceux qui ont tué, et qui veulent continuer à tuer. Mais c'est l'argent de ces personnes-là qu'on va prendre encore d'une manière globale pour les verser, pour venir remonter encore les uns contre les autres. Mais où je t'appelle Adama Barrow et l'Assemblée nationale et tous les députés ivoiriens, mais c'est de clarifier. À partir du moment que tu dois recevoir cette rente de viagère, mais tu ne dois plus faire la politique. Et ça devait s'appliquer maintenant. Que Babo dise oui, je pars à la retraite, on te fait ta rente viagère. Mais à partir de ce mois-là, tu ne fais plus de la politique.
opportunité pour m'aider. Mais tiens, mais pourquoi on va continuer à les verser de l'argent? Et puis ce vieux pervers là, mais vont réduire ce somme colossal, venir opposer encore les uns comme les autres. Mais qu'on lui clarifie, il y a une nuance. Mais comme vous le savez, ce même Gbagbo, ce vieux con, ce vieux pervers, ce vieux macabre, ce vieux immature, qui nous disait, en tant qu'il était encore assis sur le trône, comme si son père qui nous avait créé la Côte d'Ivoire, quand il parlait comme si quelqu'un qui ne partait pas au WC, en nous disant que lui, Gbagbo Laurent, parce que c'était comme ça qu'il parlait, il va imposer la limitation de l'âge à 75 ans. À partir de 75 ans, on ne doit plus être président, on ne doit plus postuler à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est ce même vieux con, ce vieux sanguinaire, qui aujourd'hui, qui a plus de 75 ans, qui ne veut pas aller à la retraite. Et qui même dit, lui, Gbagbo Laurent, personne ne peut lui dire de ne pas faire la politique. Personne ne peut lui imposer d'aller à la retraite. Voilà où je dis aux députés de nous clarifier parce qu'il y a trop de nuances. Quand on ne verse pas jusqu'à ce qu'ils acceptent d'aller à la retraite, leur rentre viagère, parce qu'en les versant de cet argent et qu'ils sont encore sur la scène politique, c'est comme si on a reversé encore une subvention d'une manière indirecte pour venir encore opposer les uns aux autres. Voilà mon problème. Bonsoir mon frère. Cher aîné, vous ne quittez pas. Il y a des traditions ici. Étant le dernier intervenant, vous allez clore l'émission avec votre conclusion. Je dis merci à tous et toutes celles qui ont protégé l'émission du jour, ceux qui ont mis les cœurs, ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont animé. Merci à tous les intervenants. Et cher aîné, vous avez le dernier mot de conclusion. Oui, comme je le disais, et que nos présidents, le président de l'Assemblée nationale doit, je crois, convoquer tous les députés de pouvoir comme de l'opposition, mais pour clarifier des imperfections. Surtout qu'on ne doit pas accepter que l'ancien chef d'État ait une pension de retraite sur une période indéfinie jusqu'à ce qu'il ne souffre. Parce que ce qui personne déjà étant au pouvoir, elle est de trop. Mais pourquoi on va venir encore imposer une pension de retraite jusqu'à la fin de la vie? Mais nous sommes de plus de 10 millions avec tous les avantages. J'ai à revoir. Merci beaucoup. Si c'est mon frère, merci beaucoup pour le manque de temps que vous m'avez accordé. Et c'est là, je vais m'arrêter là pour vous dire vraiment merci beaucoup. Continuer et nous suivons. Et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être des leaders, tous ceux qui pensent qu'ils ont une vision constructive pour la nation ivoire, tous ceux qui pensent que ce n'est que dans l'union que nous pouvons construire la Côte d'Ivoire. En prenant ce genre de leadership, croyez-moi les frères, vous qui avez de l'ambition, vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens vous suivront. Sans aucune dissociation ethnique et religieuse et d'appartenance à des religions. Un leader, c'est celui qui rassemble. Un leader, c'est celui qui amène son peuple à des lendemains meilleurs. Un leader, c'est celui qui converge avec sa population vers l'émergence. Un leader, c'est celui qui se prive, qui se sacrifie pour le bien-être de sa population, comme l'a fait Nelson Mandela en Afrique du Sud. C'est bonsoir mon frère. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Que la grâce de Dieu demeure en chacun. Et très certainement, nous nous retrouverons demain, mercredi, pour d'autres séances. Merci à chacun. Que la grâce de Dieu
soit avec nous.